Vleba, c'était un empire en Afrique. On attend bien sûr vos réactions sur le hashtag DocuDébat. Judith Rueff, c'est vous qui avez réalisé ce documentaire. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Yves Lebar, bienvenue. Vous êtes président du Comité français pour la solidarité internationale. En face de vous, Philippe Hugon, bienvenue à vous. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Ouest-Nanterre, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Afrique. Et enfin, Jean-Marie Bockel, bienvenue. Vous êtes sénateur du Haut-Rhin, ancien secrétaire d'État à la coopération, co-auteur du rapport d'information au Sénat intitulé « L'Afrique est notre avenir ». Bienvenue à tous. Alors, Judith Rueff, votre documentaire traite d'un problème bien particulier, qui est ce conflit entre Nestlé et Caudilley. Comment vous en avez eu connaissance de ce dossier ? Alors, je vais remonter un peu en arrière, en fait, 10 ans plus tôt, parce que je pense que c'est intéressant. J'ai été correspondante du journal Libération en Côte d'Ivoire, et j'ai voulu faire un article sur Magie, qu'on voit au début du film. Voilà, les petits cubes rouges et jaunes qui sont... Enfin, on ne peut pas se promener en Côte d'Ivoire et partout en Afrique de l'Ouest sans croiser Magie dans les marchés, à la télé, dans les bistrots, partout. Et j'avais envie de faire un papier sur ce succès marketing, en fait. Et donc, j'ai contacté la filiale de Nestlé à Abidjan. Et là, porte close. On me renvoie sur le siège, donc à Vevey, ce qui était un peu bizarre, parce que j'étais correspondante en Côte d'Ivoire, et on me dit d'aller chercher des informations sur l'Afrique de l'Ouest. Et là, pas de réponse. Enfin, on fait traîner. Voilà. Donc, je suis restée sur cet échec. Et voilà, l'idée a germé dans ma tête. Et 10 ans plus tard, j'ai décidé de travailler sur Nestlé en Afrique. Et bon, voilà, en faisant des recherches, en creusant. Mais si je raconte ça, c'est aussi parce que je pense qu'une des questions qui est posée dans le film et qui est, voilà, c'est quel compte rendent ces multinationales ? Parce que répondre à des journalistes, c'est aussi rendre des comptes aux citoyens, finalement. Et elles ont un pouvoir énorme, et politique et économique bien sûr, mais aussi politique quand on pense à la force du lobby agro-industriel à Bruxelles. Voilà. Donc, mais tout de suite, j'ai trouvé une entreprise fermée qui n'avait pas tellement envie de parler aux journalistes, et on le voit aussi dans le film. Et alors, ce conflit que vous illustrez montre bien une différence très nette entre le discours officiel des firmes et la réalité sur le terrain. C'est ça que vous vouliez montrer aussi ? Oui, notamment, oui. Parce que sur le papier, c'est formidable. Et je pense que c'est pas uniquement... Enfin, il y a une part de vérité, de bonne volonté de ces groupes, de dire on est responsable, on s'intéresse et à l'environnement social et à l'environnement tout court, aux conditions écologiques, etc. On fait des rapports sur ces questions-là. On travaille avec des ONG sur ces questions-là. Donc, une bonne volonté. Beaucoup de com aussi, hein, faut quand même le dire. Donc, des choses très jolies sur le papier quand même. Et puis après, il y a le terrain. Et vu le gigantisme de ces sociétés multinationales, forcément, sur le terrain, ben, c'est tout autre chose qu'on constate, quoi. Et alors, vous parlez de Nestlé du Cameroun, mais vous auriez aussi pu choisir une illustration avec une autre multinationale et un autre pays du Sud. Absolument, absolument. Nestlé, pour moi, était l'emblème, et c'est d'ailleurs, parce que c'est le plus gros groupe agroalimentaire du monde, le numéro 1 mondial, hein, loin devant notre champion à nous, français, Danone. Et donc, en ce sens-là, je me suis intéressée à Nestlé en tant que navire amiral de l'agroalimentaire. Alors, vous parlez de l'industrie agroalimentaire, des effets de la mondialisation sur l'Afrique. Vous mettez aussi en lumière le peu de réglementation de ces pays qui font de l'Afrique une proie à, par exemple, des scandales sanitaires, comme dans les années 70 avec le lait en poudre qui a provoqué la mort de nombreux nourrissons. Est-ce que des scandales de ce type-là sont encore possibles en 2015 ? Des scandales aussi importants, peut-être pas, parce que quand même ils ont appris, on va dire. Ils ont été ce scandale-là a été très médiatisé et leur a fait du mal là où ça leur fait mal, c'est-à-dire à leur image. Donc on va dire qu'ils font attention. Mais il y a eu des histoires assez récemment en Chine. Enfin, ça reste quand même... oui, ça reste. Vos réactions à ce documentaire, Yves Lebar ? J'ai trouvé effectivement très intéressant et qui fait écho à un certain nombre d'aventures dans lesquelles, dans ma vie de responsable d'ONG, je me suis trouvé confronté. En même temps, donc on voit bien la séparation que font ces grands groupes entre le siège et les filiales. Et que leur affichage dans le développement durable et la responsabilité est souvent freiné ou
temps, oui, par la diffusion dans des filiales qui sont relativement autonomes et dont ils ne revendiquent pas trop la responsabilité. Et je pense que c'est un élément important sur lequel les consommateurs ici doivent peser. Ce qui peut expliquer les blocages que Judith Rueff a rencontrés lors de son enquête, qui à la base était une enquête marketing en fait. Oui, tout à fait. Vous voulez réagir? Écoutez, je Philippe trouve Hugon. que c'est un film très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il il est révélateur, à mon avis, de très nombreuses questions qui sont évidemment présentes en Afrique. Donc on peut le lire du point de vue africain, puis on peut le lire aussi du point de vue de la concurrence entre les grands groupes agroalimentaires par rapport à la stratégie d'une multinationale qui est localisée en Suisse par rapport à son implantation internationale. Donc il y a plein de niveaux, d'échelles de lecture. Moi, si je prends la lecture africaine, je crois qu'il renvoie à des questions essentielles. C'est la question de la corruption, qui est un problème d'état de droit, et ça concerne un pays qui est particulièrement concerné par cette question. Ça renvoie à la question, évidemment, de la possibilité d'avoir un processus d'industrialisation par rapport à des groupes multinationaux, en sachant qu'il y a des handicaps qui peuvent tenir à la concurrence déloyale, parce que là, on est dans un cadre de concurrence déloyale, mais aussi qui tiennent à des blocages internes. Il se trouve que faire du lait, ça se fait à Douala et par, en fait, du lait en poudre transformé. On ne peut pas avoir l'association qu'il faudrait faire entre l'industrie et l'élevage. De toute façon, l'élevage se trouve au nord, dans une zone en plus insécure aujourd'hui, la Damawa, et en même temps à des coûts de transport avec 30 checkpoints, une impossibilité d'aller jusqu'à Douala. Donc en réalité, la firme camerounaise était elle-même importatrice de lait en poudre pour le transformer. Ça renvoie aux questions de l'insertion d'un groupe dans un tissu économique et d'être accepté par les populations, et donc de responsabilité qui, dans le cas présent, est sociale, est environnementale, on le voit aussi. Ça renvoie au fait que des personnes licenciées n'ont aucun système de protection sociale, qu'il n'y a pas de système, évidemment, de chômage ou de système de prestations sociales. Ça renvoie en partie au rôle du taux de change qui, dans le cas présent, a été un facteur de perte de compétitivité. Donc je dirais que c'est un révélateur de très nombreux problèmes. La seule question que je me pose, ce n'est pas une réserve par rapport au film, c'est évidemment la question de la représentativité de ce cas. Le cas d'une multinationale qui pratique, alors que son image est en cause et qu'il y a un problème de responsabilité sociale, etc., c'est quand même un cas assez particulier, à mon avis, pour une firme agroalimentaire qui, en plus, a connu ce qu'on sait en 70 et qui est en concurrent avec des groupes qui, eux, veulent se positionner, évidemment, par rapport à une concurrence loyale. La prise en compte de l'environnement, c'est ça, le conflit. On va y revenir. On va y revenir, Philippe Hugon. Jean-Marie Bockel. Oui, dès qu'un travail destiné au public le plus large est fait sur l'Afrique, comme c'est le cas avec ce documentaire, moi je suis content. Parce que le principal ennemi de l'Afrique dans la période récente, enfin des quelques décennies que nous avons vécues depuis le cri de Dumont, l'Afrique noire est mal partie, il y a une quarantaine d'années, c'est un peu l'idée d'une espèce de terra incognita, c'est-à-dire un endroit qui disparaît des écrans radars, où en dehors de guerres, d'épidémies, de révolutions, de misère, il ne se passe rien. Or, il se passe des choses en Afrique, c'est le sens d'ailleurs du travail que nous avons fait au Sénat, l'Afrique et notre avenir. Enfin, l'Afrique, c'est d'abord son avenir, mais donc aussi le nôtre. Et à partir du moment où on en parle, eh bien, c'est une manière de montrer qu'elle est de nouveau dans le jeu. Alors, il y a un autre aspect. Bon, par rapport à ces problèmes, et dont vous avez à l'instant très bien décrit tous les aspects, je n'y reviens pas. Évidemment, on peut se dire, mais alors, bon, il n'y a plus qu'à baisser les bras, ou, enfin voilà, c'est une fois de plus, ça y est, c'est l'Afrique, on n'en sortira pas. Moi, mon sentiment, si vous voulez, entre l'Afrique qui commence vraiment à se développer, vraiment à aller mieux, mais vraiment aller mieux, y compris sur le terrain, au niveau des populations, l'émergence des classes moyennes, la démocratie, la baisse de la corruption dans certains endroits, et une Afrique qui continue à aller très mal, je me dis au fond, le fil conducteur, enfin un des fils conducteurs, excusez-moi cette expression un peu triviale, c'est au fond l'instauration d'un rapport de force.
Parce qu'une société, elle progresse aussi à partir d'un moment où les sociétés civiles ou un certain nombre d'intervenants, de gens qui ont des choses à dire, créent par rapport à des pesanteurs, des contre-pouvoirs. Le sentiment qu'au fond, face à ce mastodonte, il n'y a rien à faire. Je vais au-delà du mot de contre-pouvoir. Le mot de contre-pouvoir, il est réducteur et beaucoup dans le monde d'aujourd'hui s'arrogent un rôle de contre-pouvoir plus ou moins réel, rapport de force. Parce que rapport de force, c'est pas seulement contre-pouvoir, c'est aussi au sein des pouvoirs économiques, de faire évoluer les mentalités. De se donner des leviers, des moyens de faire changer les choses. Et on est au cœur de ça, au fond. Avec et ça, on va en parler dans quelques instants. À travers ce cas particulier, hein, vous parlez, et vous venez de l'évoquer, Philippe Higon, de la concurrence déloyale subie par les entreprises locales. Je voudrais qu'on réécoute Jean Ziegler qui s'exprime dans votre documentaire. Pour qu'un pays puisse se développer, qu'est-ce qu'il faut? Bien, il faut des murs douaniers. Nous discutons à Genève ici, eh bien la Suisse ne serait jamais devenue une puissance industrielle mondiale qu'elle est devenue sans la protection douanière, sans pouvoir ériger une protection douanière derrière laquelle l'industrie nationale peut lentement se développer, accumuler et devenir mondialement concurrentielle. Ce type de stratégie déloyale, c'est monnaie courante en Afrique, Yves Le Bar? Je crois qu'effectivement, les grandes entreprises peuvent être destructrices, d'une certaine manière, destructrices de l'environnement, prédatrices, et qu'il est important, comme vous l'avez dit, de leur faire peur. Et je crois que la société civile a un rôle pour faire en sorte que le citoyen se rappelle qu'il est consommateur. Et je crois que cette vigilance, elle est à jouer là. Elle est aussi à jouer dans le rapport syndical aussi. Hein. Au sein du CFSI, il y a des organisations syndicales dans cette plateforme, la CGT, et par exemple, il y a des relations d'appui à d'autres, dans d'autres pays, au Congo, en Algérie ou ailleurs, et en Tunisie ou ailleurs. Et donc, s'il n'y a pas ce rapport de force, cette tension, les entreprises peuvent écraser et être prédatrices, et empêcher de ce fait l'émergence d'entreprises moyennes qui peuvent aussi être prédatrices. Hein, c'est pas forcément, mais dans la mesure où elles sont liées à un territoire, elles peuvent à ce moment-là être. Et dans le cas du lait, on a d'excellents exemples justement d'entreprises qui réussissent à être associées à leur territoire et qui de ce fait peuvent tenir à condition de ne pas être écrasées par le bulldozer des grandes entreprises. Philippe Hugon, vous vouliez réagir? Oui, enfin, je soutiens tout à fait à la fois le mot rapport de force, parce que c'est un combat, hein, c'est des rapports effectivement entre acteurs, et le fait qu'il faut évidemment avoir des contreparties pour exprimer lorsqu'une firme multinationale vient. Dans beaucoup de pays, évidemment, la Chine n'est pas comparable, mais elle demande de transfert de technologie, elle demande que des cadres nationaux soient utilisés, elle demande qu'il y ait évidemment des travailleurs locaux qui soient utilisés, et elle demande un ancrage dans le paysage. Bon. Donc, la question de multinationale n'est pas qu'elle est multinationale, parce qu'elle a la technologie, le savoir, le pouvoir, elle a beaucoup de compétences. La question est de savoir comment elle s'insère dans le paysage, dans le tissu économique, comment elle prend en compte évidemment les dégâts environnementaux éventuellement qu'elle fait. Et ça, c'est un rapport de force qui peut être négocié soit par le pouvoir politique, mais on voit bien qu'au Cameroun, c'est pas ça qui a été fait, soit elle peut l'être au niveau des collectivités territoriales. Il y a des négociations. Et donc, on peut très bien demander à Nestlé d'intervenir, mais par exemple en faisant de la sous-traitance par rapport à des PME camerounaises, en laissant un espace de liberté par rapport à des acteurs dans des domaines où ils sont compétents et ils créent de l'emploi. Et donc ça, c'est de la négociation politique. Or, dans le cas présent, ça ne s'est pas fait. Alors, Judith Rueff. En fait, pour revenir sur le rapport de force, il est doublement en faveur de Nestlé. Parce que l'économie endogène locale est encore... Enfin, l'industrie est peu développée, donc il se retrouve dans une énorme position favorable en termes de concurrence économique. Et l'État est fragile. Et on le voit
tous ces problèmes de corruption, bon d'abord s'il y a corruption, c'est qu'il y a corrupteur, faut quand même pas l'oublier, et la structure étatique, parce que voilà, c'est pas seulement le tissu économique industriel qui est encore peu développé et extraverti, c'est quand même tout le problème de cette Afrique dont toute l'économie est basée sur une rente de matières premières et pas sur des industries ancrées. On va y venir. Et voilà, cet État qui est trop faible en fait pour imposer à une multinationale des règles. Et quand il y a des règles, elles sont détournées. Je vais vous revenir vers vous tout de suite, Jean-Marie Botkael, parce que si dans votre documentaire, Judith, vous montrez combien l'Afrique est vulnérable, c'est important de dire qu'aujourd'hui, le continent africain, c'est ce que l'on appelle un relais de croissance. Autrement dit, que l'Afrique possède un très fort potentiel économique, et c'est bien pour ça que les multinationales s'y précipitent. Avec plus d'1 milliard d'habitants et une croissance moyenne de 5%, comment définir l'économie africaine? D'abord, est-ce qu'on parle d'une ou de plusieurs économies? Jean-Marie Bockel. Évidemment, elle est très diverse et on peut avoir une vision macro qui est en contradiction avec la réalité du terrain, mais elle existe quand même. Et par rapport à ça, je vais dire deux choses contradictoires. La première, c'est que, au fond, sur la problématique de l'Afrique aujourd'hui, il y a deux approches possibles. Il y a ceux qui disent, de toute façon, l'économie africaine ne se développera, y compris de manière endogène, au service des populations et d'un vrai développement que le jour où un certain nombre de préalables auront été réglés. La corruption, la bonne gouvernance, qui ne sont pas à confondre. Ce sont deux choses qui sont liées, mais qui sont à certains égards distinctes, et d'autres aspects, les droits de l'homme, la démocratie, etc. Bon, il y en a d'autres qui disent, j'avais encore, pas plus tard que la semaine dernière, cette conversation à bâton rompu avec Jean-Luc Borloo, qui est en train de donner toute son énergie à travers sa Fondation Développement d'Afrique, et qui disent, comme lui me le disait, alors que je parlais un peu comme nous le faisons, oui, tu sais Jean-Marie, tu as raison, mais au fond, si ce développement se poursuit à tous les sens du terme, eh bien, à un moment donné, ça a forcément un effet d'entraînement, ça a forcément une capacité de favoriser également des forces qui veulent faire bouger et changer les choses. À mon avis, aucune des deux théories... Et puis, ce qui est contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, enfin pas contradictoire, mais au fond, je change de pied. Et en vous écoutant, maintenant, je me dis, et je suis total. Lapsus, mais j'aurais pu dire, je suis Bolloré, je suis Nestlé. Toutes belles entreprises, beaux fleurons français, dont par ailleurs je suis très fier. Mais à partir de là, personne n'est parfait. Je suis Nestlé. Qu'est-ce que je fais face à ce documentaire? Je m'en fiche, c'est une petite piqûre, peu de gens le verront, même si... vous avez une grande diffusion de plus en plus importante, et au fond, laissons passer les chiens à bois, la caravane passe. Ou alors, je suis un peu intelligent, et je pense qu'il y a des gens intelligents chez Nestlé, et j'ai une vision un peu géopolitique de l'avenir de mon groupe, et je me dis au fond, bon là, ok, c'est peut-être un petit truc, mais ça va être vu par des relais d'opinion. C'est pas si petit que ça. Ça va surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., ça va inspirer d'autres journalistes ou d'autres... Et ce truc, est-ce qu'on le prend tout de suite? Parce que c'est ça plus d'autre chose, plus le passé que vous avez rappelé tout à l'heure. On prend cette affaire au sérieux et on se transforme vraiment dans notre intérêt. Et quitte à redescendre à la base, dans les filiales, dans les endroits qui ont... Et comme vous l'avez très bien dit, on change notre communication. C'est pas un peu angélique aussi? Mais non, mais je suis le contraire d'angélique, vous l'avez compris. Je fais un scénario là. Mais à mon avis, c'est un scénario on aimerait tous croire à ce scénario-là. Oui, c'est l'intelligence. Oui, alors, oui. Mais là, vous ne répondez pas exactement à ma question. Vous avancez un peu trop vite dans le débat. On va revenir sur ces points-là. Moi, ce que je voudrais qu'on comprenne et que les téléspectateurs comprennent, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est porteuse d'espoir économiquement. Yves Le Bar, quand on voit une croissance de 5% aujourd'hui, cette croissance, elle est jugée solide. Parce que, en fait, sa structure s'est modifiée. Plutôt 6. Oui, 5 à 6. Oui, mais avec des prévisions plutôt en baisse, plutôt en baisse, liées à la conjoncture mondiale. Mais ce qui fait l'atout de l'Afrique... Qu'est-ce qui a changé surtout? Ce qui fait l'atout de l'Afrique, c'est sa jeunesse d'abord, et ses espaces aussi, où on voit bien qu'il y a des capacités et une jeunesse qui est davantage formée, avec des gens dans beaucoup de pays de très très grande qualité, et en plus engagés par rapport à leur territoire et à leur pays. Ce qu'on a un peu probablement, on gagnerait... de l'élite de la jeunesse. Oui, c'est ça. Mais parce que sa fragilité, c'est aussi... Alors, en même temps, qui arrivent... en même temps, justement, je voulais venir, c'est que dans les 15 ans qui viennent,
on note qu'en Afrique subsaharienne, il y a 330 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, dont 200 millions en milieu rural. Je précise, dont 200 millions en milieu rural. C'est-à-dire que si une grande entreprise à Douala dit « moi c'est formidable, je transforme du lait en poudre et je crée 200 emplois », mais peut-être qu'il en tue 2000 ailleurs. Et donc, je crois que le développement de l'Afrique, il doit être dans les villes, c'est sûr, mais une grande vigilance doit être apportée et alors justement dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est tout à fait pertinent, à une transformation au plus près de la production qui permette un usage urbain, le transport, etc. Et donc, je pense que par rapport aux grandes entreprises assez concentrées, il est important, donc, comme on le disait, d'avoir un rapport de force par rapport aux concitoyens consommateurs, mais aussi de développer des alternatives qui permettent de peser. Et les ONG, en particulier le Comité français pour la solidarité internationale, avec la Fondation de France, poussent justement à la construction de dispositifs laitiers avec des coopératives et une entreprise de taille moyenne installée dans une ville moyenne, etc. Ancrée dans le territoire. Avec les villes françaises. Et souvent sur des projets agricoles. Cité Unie de France est aussi membre du Comité de France. J'étais maire pendant 20 ans. Nous, notre ville, qui se une grande ville, avons fait du rural avec une ville près de nos petits sur des problèmes de casier risicole, etc. Et ça, c'est des trucs formidables avec les agriculteurs d'ailleurs. Excusez-moi, ce que j'aimerais comprendre, parce que le développement local. Il ne faut pas nous entraîner là-dessus. Mais vous partez un peu seul, je dois dire. Ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qui a changé dans la structure de la croissance et de l'économie africaine. Aujourd'hui, 200 millions de foyers africains ont des revenus supérieurs à 10 000 $ par an. Ils seront a priori 300 millions en 2020. C'est ce qu'on appelle l'émergence de la classe moyenne. Vous avez l'émergence de la classe moyenne, ça c'est une réalité. Et normalement, ça se situe aussi à un niveau un peu inférieur quand même pour une partie. C'est entre 2 et 10 $ par jour pour 300 millions. Mais ceci étant, ça c'est un phénomène tout à fait nouveau. C'est lié aussi à un phénomène d'urbanisation qui est important, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une dépopulation rurale. Je crois que c'est un phénomène fondamental. La migration est un élément de la croissance des villes, mais ça n'est pas le dépeuplement des campagnes qu'on observe. Vous avez aussi d'autres éléments qui ont joué, qui sont quand même le niveau de formation, quand même le niveau de santé, globalement s'est amélioré. Vous avez plein de facteurs de transformation. Moi je pense que si on voit les défis, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Yves Le Bars, la priorité, je dirais les priorités, si j'essaye de hiérarchiser, c'est comment des jeunes qui arrivent sur un marché du travail ou qui ont besoin d'être insérés dans le tissu social et économique et qui ont besoin d'activités licites rémunérées, parce que sinon c'est des activités illicites, en zone rurale et en zone urbaine, on doit trouver une réponse à ça. Ça, c'est la priorité des priorités. Donc, quand on pose la question, comment est-ce qu'effectivement il y a une industrie extérieure multinationale... Ça veut dire qu'il n'y a pas de tissu économique, selon vous? Ah si, le tissu économique de l'économie informelle existe. À 80%, c'est quand même ce qui permet à des jeunes. Mais la question est comment, par rapport aux nouveaux arrivants, on trouve une réponse. C'est la question en milieu rural du droit foncier, c'est la question en zone urbaine de savoir quelles sont des activités qu'on peut trouver. Donc je pense que par rapport à ça, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, dans le cas présent c'est de l'agroalimentaire, mais ça peut être dans d'autres activités, comment se créent des relations qui peuvent être des relations contractuelles, qui peuvent être des relations de sous-traitance, qui peuvent être des relations de complémentarité. Il y a de la concurrence, mais il y a aussi la complémentarité en zone rurale et en zone urbaine. Et en zone rurale, c'est quoi? C'est que l'agriculture, qui est essentiellement familiale, soit modernisée, mais qu'elle continue d'exister, même s'il y a de l'agro-business. Vous êtes en train de dire qu'il y aura un décrochage entre le rural et l'urbain? Non. Ah non, au contraire. C'est la même question. En zone rurale et en zone urbaine, sauf que, ça, évidemment, ce n'est pas pour les mêmes activités. C'est comment est-ce qu'on associe l'agriculture et l'élevage? Comment on associe l'agriculture et l'industrie, et l'élevage et l'industrie. Dans le cas présent, le projet, c'est industrie. Quels sont les pays à plus fort potentiel? Parce qu'il y a de grandes disparités en Afrique. Alors, ça dépend en quoi? Et ensuite... les multinationales, elles font des choix. Il n'y a pas que oui, mais il y a des sociétés, comment dirais-je, les choses évoluent, les choses ne sont pas figées.
il y a des pays ou des régions qui, à un moment donné, ne vont pas bien, n'ont pas la chance d'avoir un certain nombre d'investissements, notamment de multinationales, et prennent le taureau par les cornes, si je puis dire, et s'inventent des modèles de développement qui ensuite deviennent des success stories, qui peuvent d'ailleurs parfois assez vite être détruites si on y prend garde. Moi, par exemple, je vous donne un exemple, et je n'ai pas encore la réponse à ma question. D'ailleurs, peut-être vous allez m'y aider. Tout au long de notre rapport sur l'avenir de l'Afrique, on s'est à plusieurs reprises posé la question de savoir s'il y avait, comment dirais-je, une malédiction de l'Afrique francophone par rapport aux différents facteurs d'un bon développement, etc. Et franchement, si on se posait la question, c'est que quelque part, il nous arrivait de le penser. Agacés que nous étions ou inquiets que nous étions par rapport à un certain nombre de situations dramatiques que l'on connaît dans cette partie de l'Afrique. Et en fait, on n'a pas trouvé la réponse. Parce que si on regarde sur un temps un peu plus long que la photographie d'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans l'Afrique ex-franco... Enfin, je parle de la langue, mais c'est lié aux ex-colonies, naturellement, anglophones, lusophones, etc. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Bon, le Mozambique est aujourd'hui une success story avec des points de fragilité. J'ai connu, comme jeune député président de France-Mozambique, la guerre civile des années 80, c'était l'horreur absolue. Et on pourrait parler de l'Angola, où il y aurait encore beaucoup à dire d'ailleurs, et on pourrait parler... Bon, donc, j'ai toujours pas la réponse à cette question. Mais si je vous raconte cette anecdote, ce questionnement, c'est parce que il y a quand même une grande diversité et c'est pas statique. On parlait tout à l'heure, en attendant l'émission, par rapport à une phrase prononcée par un homme politique français d'importance de la notion d'apartheid. Ah oui. Et je vous entendais évoquer. C'est le Premier ministre. Je connais aussi un petit peu cette région. J'avais présidé le groupe d'études sur l'apartheid avant que Mandela ne soit libéré, tout ça. Donc, j'étais beaucoup intéressé à ces questions. Bon, là aussi, c'est une société quand même qui a énormément bougé. Donc, je veux dire que l'histoire, même si alors, justement, l'histoire de l'Afrique, c'est pas une photographie. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve comme cas de figure parmi les entreprises qui sont présentes en Afrique? Est-ce qu'elles fonctionnent essentiellement toutes comme Nestlé, comme ce qu'on vient de voir, ou est-ce que, justement, il y a des différences dans les comportements? Je pense, par exemple, je sais que la société C'est Moi, le premier fabricant de chocolat français, qui achète 3% de la population mondiale, va produire, fabriquer sur place son cacao en Côte d'Ivoire. Castel, quand même. Oui, enfin, mais vous allez me dire qu'il y a d'autres. Ça, c'est un exemple que j'ai lu, mais il y en a certainement d'autres. Alors, Judith, comme vous avez travaillé sur ce dossier-là. Oui, il y a des PME en Afrique et de taille importante. Il y en a, bien sûr. Il y a des sociétés en Côte d'Ivoire, dans tous les pays dans chaque région, on va dire, il y a un pays phare avec une industrie. C'est pas du tout inexistant. C'est encore pas assez développé, mais bien sûr. Mais c'est plus difficile pour une PME que pour une multinationale, j'imagine. C'est pas forcément plus difficile. Il y a bon, dans le cas de Codilet, évidemment, on est arrivé. Je voudrais juste rappeler, c'est que Nestlé, le procès que M. Bissek a fait donc à Nestlé, s'étend à d'autres entreprises. Donc il s'est trouvé seul en fait face à d'autres entreprises qui ont pratiqué le même type de même pratique. Voilà, de falsification, on va dire, du lait. Donc c'est pas un cas isolé. Non, je ne dis pas que c'est un cas isolé. Ma question est de savoir si les procédés d'implantation sont relativement les mêmes. Je vous en prie, Yves. Pour moi, je crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que j'aimerais effectivement qu'il y ait en Afrique des services commerciaux et des représentants des grandes régions françaises qui fassent ce qu'ils font, ce que j'ai vu faire en Chine ou même au Vietnam, où il y a un effort public important pour, sur place, pour aider les entreprises françaises à se réaliser dans une bonne compréhension du tissu. C'est en train de se faire dans des grands pays, prenez l'Éthiopie, prenez vous voyez, donc des grands pays presque émergents, c'est en train de commencer. Effectivement, ça change. La deuxième, c'est vrai que là-dessus, la France est peut-être un petit peu en retard par rapport à d'autres. On n'a pas forcément bien avalé le fait colonial. Quel est le problème de la France? C'est ça, c'est le fantôme du passé colonial? Et puis, je pense qu'on n'a pas forcément une image. Je vais prendre un parallèle, non pas avec les entreprises, je vais faire un parallèle en sortant des entreprises pour voir les universités. Je travaille pas mal sur les relations sciences-société, etc. Quelles sont les universités françaises qui ont une coopération équilibrée avec les universités africaines?
eh bien, c'est plutôt il y en a davantage au Groenland. Hein. Voilà, mais Bon. on pourrait dire un truc un peu provocateur par rapport à ça, si vous permettez. Bon, moi, je suis le premier à être très autocritique sur toutes les erreurs qu'on a pu commettre depuis l'époque de la décolonisation et qui, d'ailleurs, sont allées contre notre intérêt. Mais je pense que là, on a une bonne fenêtre, pas uniquement sur les raisons géopolitiques, parfois tragiques qui sont l'actualité, mais aussi parce que on sort pas de la période chinoise, elle continue. Mais on sort de la période de fascination totale par rapport à l'arrivée de la Chine, ses investissements non conditionnels, l'argent qui se déverse, et les Africains, hein, qui sont aussi intelligents que nous et ont compris les effets pervers alors encore une fois, c'est bien que la Chine soit là, c'est bien que le Brésil, le Mexique, l'Inde, enfin tous ces pays, ces grands pays émergents riches soient là. Ça crée une diversité, ça crée une compétition, ça montre que l'Afrique est devenue une terre maintenant, un continent attractif, même parfois. Mais il y a aujourd'hui, par rapport notamment en Afrique francophone, mais aussi dans des pays d'Afrique anglophone où il y a une sorte d'attente de francophonie, pas forcément la langue, hein, mais une certaine relation. Et ils se disent, bon, vous avez beaucoup de défauts, vous avez fait des erreurs, mais on vous connaît bien. Voilà, on a aussi fait des choses ensemble et on a vu quand même qu'on pouvait bâtir avec vous quelque chose de différent. On ne veut pas la seule Chine, on ne veut pas le seul pillage du sol et du sous-sol. Il y a une fenêtre, il y a une attente. À nous de savoir la jouer. Philippe Hugon. Moi, je pense que les conditions ont fortement changé depuis le début, en gros, du XXe siècle. L'Afrique a diversifié ses partenaires. Et il se trouve que les Français étaient présents essentiellement par des grands groupes qu'on connaît bien, c'est Bolloré, c'est Bouygues, c'est Total, c'est Vinci, c'est Orange, etc. Par contre, on avait très peu de PME françaises qui prenaient le risque d'investissement. Alors qu'aujourd'hui, il est extrêmement important par rapport à des opportunités de marché, d'arriver à des formes de joint ventures, de faire, en mobilisant d'ailleurs la diaspora africaine qui est en France, qui est un élément aussi moteur pour l'investissement, d'arriver à retrouver des positions. Donc je pense que la France, en gros, a maintenu globalement ses parts de marché en Afrique, globalement, mais c'est-à-dire qu'elle en a perdu considérablement en valeur relative, puisqu'entre-temps, le commerce extérieur a augmenté très fortement. Alors justement, avançons. Comment la consommation africaine peut-elle aboutir à une industrialisation positive et quels sont les obstacles? Je vous propose qu'on réécoute un extrait du documentaire. Nous voulons nous battre pour que la croissance et le développement de notre pays soient une réalité, pour que nos enfants aient des emplois au Cameroun. Vous trouvez normal que les enfants aillent mourir à Lampedusa, que le pape se déplace, qu'il pleure? Moi je dis que vraiment, arrêtons de gérer les jérémiades. Hein? Qu'on ne vienne pas démolir nos usines que nous montons, les investissements. Cette usine-là, elle employait 200 personnes en vitesse de pointe. 200 emplois. Bon, alors si on résume un peu, les ressources en Afrique sont considérables, on l'a dit, mais leur exploitation ne crée pas d'emplois massivement. L'agriculture est très peu modernisée. En 2040, l'Afrique aura la population en âge de travail la plus importante au monde. Donc l'emploi, par voie de conséquence, va devenir une priorité des gouvernements. Donc, question, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises ne doivent pas changer d'état d'esprit dès maintenant et comment? Le b.a.-ba, c'est les Africains. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chefs d'entreprise africains sous différentes formes, capitalistiques, coopératives, etc. Ça s'est beaucoup développé. Donc derrière, il y a des enjeux de formation et là, on peut être des partenaires. Il y a des enjeux d'expertise et là, on peut être des partenaires. C'est au moins aussi important que ce que feront nos propres PME dans notre intérêt. Et c'est très bien qu'on travaille dans notre intérêt. C'est un bon moteur. Mais je pense, enfin pour moi, l'avenir, c'est quand même ça. Vous savez quelle est la principale immigration en Afrique aujourd'hui, puisqu'on parlait de Lampedusa, ça, c'est l'immigration de l'Afrique à l'Afrique. Donc, je veux dire, on n'est pas encore... 9/10 de la migration. Voilà, donc on est encore dans des situations souvent complètement imprévisibles, dramatiques, facteurs aussi de tension, de xénophobie interne, etc. Je veux dire, la réponse, elle est d'abord africaine. Et ne faisons pas l'erreur d'avoir une fois de plus le regard de ceux qui allons dire aux Africains, voilà ce qu'il faut faire. Après, on a aussi un rôle à jouer. Bien sûr, mais est-ce que la clé, c'est pas créer un écosystème local, ce qui en tout cas, implique beaucoup de choses? Oui, en tout cas, la clé, c'est effectivement s'attaquer aux problèmes de structure
structure. Et c'est vraiment ça que le film essaye de montrer, parce que ça commence en 94 avec la dévaluation du franc CFA. Et ça dure sur 20 ans. Et c'est 20 ans où tout est venu de l'extérieur. Et les conseils du FMI, ajustement structurel, vous devez faire ci, vous devez faire ça, et l'investissement extérieur, et voilà, extérieur toujours. Et même l'aide au développement, quelque part. Oui. Avec des bonnes intentions, Oui. pas seulement par intérêt, mais aussi avec des bonnes intentions. Oui. Mais tout est... Et là, voilà, il faut renverser ça. Et c'est vraiment des problèmes structurels. Alors, par exemple, j'ai un petit exemple pour illustrer l'importance de la recherche et développement. C'est crucial pour une économie. Il y avait en Côte d'Ivoire un institut d'agronomie qui a développé un riz africain unique qui, en croisant des espèces, qui a été à la fois robuste par rapport au climat et qui donnait des rendements élevés. Et bien, ce riz africain, qui a donc été mis au point par des agronomes africains à Bouaké en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas arriver jusqu'aux consommateurs parce qu'il était concurrencé par des riz venus d'Asie, beaucoup moins chers, qui arrivaient par bateau et qui étaient... Voilà. Donc c'est ça, quand je parle de problème structurel, c'est de ça dont il s'agit. Si on veut, il faut donner à ces pays et à ce continent, en fait, le cadre, en fait, La réglementation. La réglementation, le cadre qui permette... Attendez, Philippe Hugon. Ils apportent des produits de première nécessité encore. Philippe Hugon. Vous avez parlé, effectivement, je crois que c'est ça le bon terme, c'est comment on crée des écosystèmes, pas nécessairement d'ailleurs uniquement localisés, parce qu'ils peuvent être interconnectés aujourd'hui, évidemment, par rapport à l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'on voit comme élément très positif vis-à-vis de l'Afrique? D'abord, vous avez des ressources, ça a été rappelé. Vous avez des ressources humaines, vous avez des ressources en matières premières considérables, des ressources en énergie considérables. Vous avez énormément de jeunes qui ont des capacités d'innover, qui ont des niveaux de formation et qui sont prêts à modifier les structures et à agir. Alors, la question, c'est évidemment comment est-ce qu'on laisse s'épanouir ces différentes initiatives. C'est des questions de prise de risque. Il faut savoir que la prise de risque d'un investisseur dans le domaine industriel, par exemple, comme est l'entreprise laitière, c'est énorme parce que vous dépendez de tellement de facteurs que vous n'allez pas investir facilement par rapport à un horizon de long terme. Donc vous faites du court terme. Concrètement, vous achetez du riz plutôt que vous le plantez, pour simplifier. Donc comment est-ce qu'on crée un environnement qui permette la prise de risque? Comment on crée également des législations, mais qui permettent d'épanouir les potentialités? Et je crois que le tout se fait quand même dans une ouverture extérieure, parce que j'ai entendu Ziegler qui dit qu'il faut protéger. Bon, ben, ça veut dire quoi, protéger? Aujourd'hui, dans le monde... Oui, il fustigeait la Suisse, oui. Mais aujourd'hui, les frontières sont complètement poreuses. Vous n'allez pas créer une industrie laitière protégée au Cameroun, alors que, par exemple, côté, vous avez le Nigeria. Est-ce que l'instabilité politique, l'insécurité politique est l'un des obstacles majeurs? Et est-ce que attention, ne favorise... Attendez, est-ce que justement le problème de l'insécurité... Stabilité politique aussi est un problème. Oui, mais... Non, mais est-ce que c'est pas indirectement ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui a un taux de rentabilité très élevé? Très élevé, mais parce que vous avez aussi de l'investissement à court terme. Oui. Parce que vous avez un taux de retour rapide. Regardez la téléphonie mobile. L'Afrique est passée de la forêt sombre à la téléphonie mobile directement. Mais par la case. Il y a deux choses quand même qui sont à considérer. Effectivement, il y a une ONG qui, je crois, s'appelle Douaniers sans frontières, qui est un paradoxe, quoi. Comment exporter des douaniers pour que, effectivement, le système africain, qui est le plus ouvert au monde, les agriculteurs africains le disent, nous, on n'a pas de système de protection. Donc, on est défendu contre rien. Et je pense que c'est une faiblesse. Donc là, je rejoins Jean Ziegler, mais à l'échelle régionale. Le libéralisme forcené n'est pas l'avenir de l'Afrique. C'est une première chose. Il y a une deuxième chose par rapport aux enjeux de capacité politique, c'est que je constate que depuis une dizaine d'années, la décentralisation en Afrique a fait des progrès considérables. En Afrique et dans d'autres pays. Là, je rentre d'Haïti, où ça aussi est en train de faire bouger les choses. Donc il y a des espaces de cohérence politique qui sont favorables à l'émergence d'acteurs économiques à condition, un certain nombre de conditions, c'est qu'ils aient un accès au crédit et qu'ils ne soient pas, et qu'ils soient d'une certaine manière pas écrasés par le bulldozer d'une intervention extérieure qui viendrait. Mais même dans des pays dont on peut considérer, vu d'ici, qu'ils vont mal, il y a des initiatives formidables et où justement un certain nombre de territoires, d'acteurs, de groupes
de coopérateurs, de groupes de femmes. Les femmes ont un rôle considérable dans tous ces mouvements-là et qui profitent de l'urbanisation et de l'augmentation, même faible, du niveau de vie qu'il y a dans les villes. Et avec, avec l'agence, avec la Fondation de France, le Comité français pour la solidarité internationale et avec les donateurs de ces deux groupes, on a fait Nourrir la ville avec l'agriculture familiale, un ensemble de situations positives où on voit bien effectivement que progressivement, il y a des modèles qui se développent et qui peuvent se multiplier en relation entre des acteurs de terrain, des universités, effectivement, hein, l'université Diop, Dakar, et les politiques, ils sont où là-dedans? Alors, eh bien, les politiques locaux sont présents. Oui. Parce qu'il faut que... Oui, si vous voulez, comment dirais-je, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la montée en puissance de la jeunesse africaine, les chiffres, les prospectives, même si elles sont toujours un peu fausses, mais les ordres de grandeur, on le connaît, vous avez rappelé tout à l'heure, c'est impressionnant. Donc forcément, ça ne sera pas solutionné par la seule immigration, qu'elle soit interne ou externe, ça ne sera pas solutionné par les seules réponses formidables qu'on apporte déjà sur le terrain, mais ça va donc forcément nous ramener au rapport de force. C'est-à-dire que les classes politiques, les responsables politiques, où ils vont voler en éclats de manière accélérée, avec tous les dangers qu'il peut y avoir derrière. On voit ce qui se passe dans des pays comme le Niger aujourd'hui, enfin, nonobstant la présence française, ça n'a pas empêché. Bon, mais c'est un exemple parce qu'il est récent. Donc, où on va vers une sorte de chaos pendant un certain nombre d'années, moi je suis plutôt un optimiste, où ça va être un puissant moteur à ce qu'émerge, bien sûr sur le plan économique de la société civile, mais aussi au niveau des responsables politiques, des générations de gens qui, à un moment donné, devant la nécessité, agissent vraiment. Et là, il peut se passer des trucs plus vite qu'on ne le pense. Vous êtes d'accord? Mais ce ne sera pas les générations au pouvoir aujourd'hui. En tout cas, il y a les compétences. On arrive au terme du débat. Il y a le personnel politique en Afrique, il y a énormément de compétences. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un élément intéressant de retour d'une élite formée à l'étranger et qui a tendance à revenir. La diaspora, c'est bon signe. C'est très bon signe et c'est certainement porteur pour l'avenir. D'espoir. Alors, gardons espoir pour l'Afrique. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. La semaine prochaine, vous retrouvez bien sûr Laurent Bazin pour un documentaire sur la crise des missiles de Cuba. Et puis, moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un débat sur les perturbateurs endocriniens. À très vite sur Public Sénat.